On a aussi ce qu'on appelle les éléments dérivés. Donc, les attributs dérivés, c'est des attributs qui sont calculés à partir d'autres attributs. On a aussi des associations qui sont dérivées, c'est des associations qui sont déduites à partir d'autres associations. Donc, pour ce qui est des attributs dérivés, c'est-à-dire on a d'autres attributs qui sont private, public ou protected, et on a une formule qui nous permet de calculer les attributs dérivés, ces attributs qui sont dérivés à partir des autres attributs, comme par exemple la date de naissance et l'âge. Donc on peut précéder dans ce cas-là l'âge, si on veut le mettre, il faut le mettre, mais il faut le précéder avec un slash, qui signifie qu'il est dérivé. La même chose pour l'association, on utilise le même symbole, on peut mettre un slash avant l'association. Il y a ce qu'on appelle des attributs de classe. Donc les attributs de classe, ce sont des attributs qui définissent une classe différemment une classe qui est différente d'un objet à un autre objet. Donc c'est des valeurs, par exemple, qui sont propres à cette instance. Si je dis par exemple étudiant, j'ai une propriété sélection. Donc il a un attribut sélection. Cet attribut sélection, il dépend de l'étudiant. Chaque étudiant, il a un critère de sélection à part. Un étudiant de master n'est pas sélectionné de la même façon qu'un élève ingénieur, n'est pas sélectionné de la même façon qu'un étudiant de médecine, n'est pas sélectionné qu'un autre étudiant. Donc, on peut souligner ceci. Par exemple, l'exemple qu'on a devant nous, on a une commande avec une date et des conditions de vente. Chaque commande, elle a des conditions de vente qui sont différentes. Et donc, parfois, il est nécessaire de définir un attribut de classe qui garde une valeur unique et partagée pour toutes les instances. Et graphiquement, un attribut de classe, il est souligné. Pour ce qui est des opérations de classe, on a aussi des opérations de classe. Ils sont semblables aux attributs de classe. Une opération de classe concerne la classe et non ces instances. Elle n'a pas accès aux attributs des objets de la classe. Donc l'opération de classe, il n'a pas accès aux attributs des objets de la classe, mais plutôt il a accès à des attributs qui sont publics, tels que des incrémentations, des compteurs et autres, et elle permet de faire jouer le même rôle. Donc, par exemple, ici, on a pour une commande get le nombre en cours, avoir le nombre en cours. Donc, le nombre en cours d'articles, par exemple, un nombre en cours d'articles. On a le concept de classe paramétrée. Une classe paramétrée, c'est un concept Java à partir de la version 5 de Java, mais il est aussi hérité de C++. Alors, une classe paramétrée, c'est une classe qui permet selon le type, qui permet de changer de comportement selon le type. Alors, pour définir une classe générique et paramétrable en fonction de valeurs et de type, il faut définir une classe paramétrée par des éléments spécifiés dans un rectangle pointillé. Donc, à savoir ici une liste. Donc, pour insérer éléments, donc on a le droit d'insérer des nombres, mais aussi on a le droit d'insérer des commandes. Et là, il faut spécifier le type de l'élément en question. Et avec une utilisation, il faut utiliser des dépendances stéréotypées, ce qu'on appelle des stéréotypés bind, pour définir des classes en fonction de la classe paramétrée. Donc, dans ce cas-là, bind des integers, et ici, bind pour les commandes. Donc, la fonction insérée peut avoir en argument soit des nombres, soit des commandes, dépendamment des conditions. Alors, avec les classes paramétrées, on arrive à la fin de présentation des différentes classes et différentes particularités et associations de diagrammes de classe. On va maintenant synthétiser quelles sont les étapes à mettre en place pour le diagramme, pour réussir un diagramme de classe. Donc déjà, pourquoi l'utiliser? On peut utiliser les diagrammes de classe pour représenter un système à ses différents niveaux d'abstraction. Donc, le point de vue spécification, il met l'accent sur les interfaces des classes plutôt que sur leur contenu, si on parle de spécification. Le point de vue conceptuel, comme ce qu'on a dit, ce qu'on a fait dans l'exercice qu'on a corrigé ensemble du TD2, donc c'est un point de vue conceptuel, c'est la capture des concepts du domaine et les liens qui le relient. Et il s'intéresse peu à la manière éventuelle, donc et puis, il
il sert à implémenter ces concepts et les relations et les relier avec un langage d'implémentation, éventuellement le langage Java, le langage C++, parce qu'il y a une génération actuellement sur pas mal d'environnements, on a une génération automatique du code à partir de diagrammes de classe UML. Et le point de vue implémentation, donc le plus courant, il détaille le contenu et l'implémentation de chaque classe dans sa partie dynamique et dans sa partie statique. Alors, comment se fait la construction d'un diagramme de classe? Il faut d'abord trouver les classes du domaine étudié. Souvent, c'est des concepts et c'est des substantifs du domaine. Il faut ensuite trouver les associations entre ces classes. Souvent, c'est des verbes mettant en relation plusieurs classes et des actions. Puis, trouver les attributs des classes. Souvent, c'est un niveau de granularité un peu spécifique pour les classes. Donc, qu'est-ce qui décrit ces classes-là? Et puis, il faut organiser et simplifier le modèle en utilisant l'héritage, en utilisant les interfaces, en utilisant tous les concepts qu'on a vus ensemble, l'agrégation, la composition, etc. Et enfin, il faut itérer et raffiner votre modèle. Voilà, et on arrive à la fin de cette partie des diagrammes de classe. On va passer maintenant à un nouveau type de diagramme, à savoir les diagrammes de séquence.